So, welcome, dear friends. It's a great joy to be here to welcome Bill McKibben for a dialogue with a number of our friends. It's so important that we learn how to act from our heart, and I think we really look up to Bill as somebody who's acted from his heart from his early days as an activist. And so thank you so much for coming here. I'll just introduce briefly for those of you who don't know Bill. So Bill McKibben is a climate change activist, author, and journalist. He wrote the book The End of Nature in 1989, which introduced much of the West to the climate crisis. And I first met Bill in 2001 when he spoke about his book The Age of Missing Information, which is an experiment he did to watch 100 channels of cable TV, and then over the course, 24 hours of 100 channels of cable TV in a year as a way of looking into the mass media, and I was very impressed that his declaration that the main message that comes through all of that is that I am the most important person. That is what the TV is telling us. He founded 350.org, which is in 2008 with many others, which has continued to be a major force in organizing climate marches, divestment from carbon-emitting industries, and has continued to work in the areas of racial, social justice, and addressing the climate crisis. So, il continue à travailler dans le champ de la justice raciale et pour la justice climatique. Donc bienvenue à Bill, merci d'être là. C'est un plaisir d'être ici. Donc je suis avec Fapline, compositeur, moine, chef cuisinier, vegan et un activiste avec beaucoup d'espoir sur le climat. Donc là, on espère changer le monde pour le mieux à travers la pleine conscience. Donc on a aussi friend, activist, ecologist and troublemaker, and Naima Ritter, who's a spiritual activist. Un autre praticien, activiste, écologiste et finalement coach sur la vie en conscience. Et il travaille sur comment vivre dans un nouvel paradigme après cette pandémie. Il est aussi avec une amie. Donc on va commencer avec Fapline. Alors, qui voulait nous rejoindre au dernier moment comme ça, et de nous rejoindre pas que nous, mais aussi presque 1 millier de personnes qui participent à cette retraite, Love is the Way. Et aussi, au-delà, on va essayer, alors on va mettre cette séance sur YouTube, donc probablement quelques centaines de milliers de personnes seront intéressées de voir et participer. Donc on voulait aussi inviter quelques amis, jeunes amis qui font partie de différents mouvements sur le climat pour représenter toutes ces personnes. On voulait initialement faire une question-réponse en live, mais parce que c'était pas possible pour des raisons techniques, on a invité quelques amis pour représenter la communauté, pour poser des questions du cœur. Et je pense que nous tous, on est conscients et on respire avec la grande douleur qui est dans le monde maintenant. Beaucoup de nous sont en contact au niveau personnel avec des challenges de santé, connaissant quelqu'un qui a perdu, ou quelqu'un où on gère juste l'anxiété de tomber malade, l'incertitude de perdre notre emploi, ou juste le changement, ou le confinement.
pain of the Ça, c'est situations of racial injustice that we see. c'est aggravé par la douleur de toutes les situations d'injustice raciale qu'on voit quotidiennement sur les actualités et le système de survie. Donc conscient de ça, même si on le voit directement, même si on essaie de l'ignorer, de ne pas le regarder, mais c'est présent et on le sent tous. Et donc notre espoir d'être là avec vous ce soir, c'est qu'ensemble, on pourrait ensemble embrasser cette douleur, avoir le courage de le regarder. Et peut-être aussi trouver l'espoir d'imaginer, le courage et l'espoir. Et en imaginant, peut-être on peut attirer cet avenir. Donc moi, je suis censé donner un enseignement dimanche. Moi, ma tâche, c'est de donner de l'espoir aux gens. Donc c'est un défi. Donc je voulais vous demander de m'aider. Peut-être vous pouvez me donner de l'espoir et ça je peux partager aussi. Je sais que c'est pas une réponse facile. Which is quite a challenge, so I was actually going to ask you to help me. Maybe you can give me hope and then I can... Donc on va commencer avec un son de la cloche. Donc au monastère, on a une cloche qui nous aide à revenir à notre respiration et nous établir dans le moment présent. We have a bell in the monastery. It helps us come back to our breathing and just establish ourselves in the present moment. And we invite Bill to share. So one question that we had for you, Bill, was. Alors une question qu'on avait, c'est pour vous, Bill, c'est en vue de l'énergie que vous avez et que vous mettez tous les jours pour aider la planète, pour construire des mouvements qui peuvent contribuer à l'éveil collectif. Comment est-ce que vous maintenez votre énergie, votre bien-être pendant tout ça? C'est quoi le secret? Alors, pas toujours, c'est pas toujours possible. Et il y a eu des moments au cours des 3 dernières décennies où j'ai été assez déprimé à la situation parce que c'est très très effrayant. C'est la chose la plus importante sur notre planète, au moins pendant l'époque humaine. Et
ça se passe très rapidement. Pas comme d'autres problèmes, on a un temps très limité pour y faire face. Et ça peut nous rendre très tristes des fois, surtout parce que à cause de l'injustice, s'il y a une loi à faire, c'est que ceux qui vont être les plus affectés, c'est que ceux qui ont fait le moins pour y contribuer. Et donc de ma tradition, moi je suis méthodiste, et de toutes les foi, toutes les traditions morales, moi je trouve que ça ajoute à la puissance émotionnelle du moment actuel. Ceci dit, j'ai la capacité plus ou moins de continuer parce que au cours des années, il y a tellement d'autres personnes qui se sont rejointes. Et pendant 5 ou 6 ans, j'avais ce sentiment bizarre comme un cauchemar quand on voit un monstre qui vient, mais on ne peut pas communiquer, on ne peut pas parler. C'était assez dur. Mais maintenant, au fil des années, grâce à l'organisation, le mouvement des personnes qui se crée, quand on a commencé l'organisation 350 il y a 10 ans, c'était un peu la première itération d'un mouvement global. Et maintenant, il y a tellement d'autres beaux projets, comme Phoebe qui travaille pour Extinction Rebellion, ou le travail incroyable des diplomates autour du monde, l'accord Paris de 2015. Ou les jeunes, le mouvement des jeunes, le Green New Deal, qui essaie d'avancer, et maintenant aussi le mouvement des jeunes, des lycéens autour du monde. Moi je connais Greta Thunberg, c'est un ami que j'adore, mais les bonnes nouvelles c'est qu'il y a des milliers de Greta Thunberg autour du monde, des jeunes qui font du travail incroyable. Et du coup maintenant il y a un mouvement de personnes en tout lieu. Et l'histoire indique que c'est quand on construit des tels mouvements qu'on est capable de faire face à des concentrations de richesses et de pouvoir. On a 2 grands dons du XXIe siècle. Un, c'est le développement des technologies, des nouvelles technologies, surtout les panneaux photovoltaïques. Pardon, ça a coupé un petit peu, mais je pense qu'il a dit l'idée qu'on peut en fait capter les rayons du soleil pour créer de l'électricité, c'est remarquable, c'est de la magie comme Harry Potter. Et on s'y aperçoit pas, mais c'est vraiment important. Les ingénieurs qui ont pu diminuer le prix pour qu'on puisse se servir du soleil et du vent pour avancer. La deuxième technologie du XXIe siècle qui me donne beaucoup d'espoir, c'est le développement des mouvements non violents. Les grands meneurs, leaders comme les suffragistes, Gandhi ou Dr. King, qui toujours agissaient des marges de la société et comprenaient ces nouvelles méthodes qui permettent le changement, qui permet les petits, les nombreux à faire face aux grands et peu nombreux. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui est particulier de ce combat, c'est qu'on ne sait pas si on va gagner. La plupart du temps, les humains, on peut dire
plutôt tard, hein, mais cette fois-ci on ne sait pas. Et ce niveau d'incertitude, si on peut agir assez vite, ça devrait monter tout le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a de plus en plus de personnes de bonne foi, de bon cœur, engagées dans ce monde. Ouais, c'est merveilleux, merveilleux à entendre. Je sais que quand je pense à Greta Thunberg et aux 10 000 autres que tu as mentionnés, je le sens vraiment dans tout mon corps. C'est une nouvelle génération d'activistes, de penseurs très puissants, très forts, qui peuvent penser et imaginer une nouvelle vision. Ils sont là, ils parlent. Et ils n'ont pas peur de dire la vérité à ceux qui sont en charge. Et je pense que ça, c'est très beau. Très bien. Peut-être j'aimerais inviter Phoebe à partager, peut-être poser une question, une ou deux. Merci. Alors, je suis une grande fan de votre travail et je voulais dire merci beaucoup pour tout ça. Quand j'étais à l'université, je commençais la campagne de divestement sur le fossil free et donc on était ensemble et j'ai beaucoup de respect pour vous. En commençant ma vie de scientifique, j'ai commencé dans le biofuel et je pensais vraiment que la technologie était la réponse à ces difficultés. Et à partir de là, j'ai vraiment vécu beaucoup de désillusions vis-à-vis de la technologie parce qu'en fait, on a toutes les technologies dont on a besoin, ici et maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on est bloqué dans ces boucles? Pourquoi est-ce qu'on se précipite vers le précipice? Et donc, ce voyage de ma vie m'a emmené vers l'organisation, vers les politiques, vers les mouvements. Et à partir de là, plus récemment, je suis allé même plus en profondeur dans l'espace, dans le champ des narrations, des récits collectifs. Et parce que j'ai vraiment de plus en plus l'impression que tout ce qui permet ou empêche de changer le monde, ce sont les perceptions invisibles, les perceptions qu'on a vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la nature, parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui est là, on ne voit pas que c'est beau. Quand on voit un arbre, on voit peut-être quelle quantité de meubles on peut fabriquer à partir de cet arbre, mais on ne voit pas à quel point cet arbre est un être merveilleux. Et c'est beaucoup ce qui est dans mon esprit. J'aimerais d'une certaine manière juste entendre ce que vous pensez de ça, de ce voyage qui a été le mien, et là où je m'en tiens, et je me tiens entre la technologie, entre les narrations, les histoires qu'on se raconte, et comment est-ce qu'on peut apporter et générer, cultiver cette énergie pour apporter les changements. Alors, beaucoup de belles questions. Et aujourd'hui, première chose, beaucoup de ces choses concernant le divestement, ça a été un des combats les plus puissants. Parce qu'on sait qu'il y a genre 1000 milliards de dollars qui sont apportés à l'université, à l'industrie des carburants. Was playing a role in helping wreck the planet. And so watching people, in particular young people, stand up to that's really... Donc en fait, quand je voyais les jeunes, les jeunes en particulier qui luttent, je vois que ça a vraiment eu des dividendes pour mettre de la pression. Donc je suis vraiment très content pour vous, Phoebe, pour votre transition dans cet autre travail, parce que je pense que c'est très important. Je me souviens d'avoir écrit une fois que
qu'il y a une nouvelle métaphore. C'est presque aussi important qu'un nouveau moteur pour nous aider à comprendre comment voir le monde autour de nous. Et c'est un des aspects dans les communautés de foi d'un type ou d'un autre, parce qu'ils sont très importants parce qu'ils existent un peu hors des normes conventionnelles du monde. C'est-à-dire que ils peuvent prôner d'autres valeurs que juste l'accumulation des ressources. Donc ce sont des idées assez subversives, contre-culturelles. Et une de ces idées, je pense, c'est cette idée avec laquelle vous travaillez vous-même, que nous ne sommes pas le centre de tout, on en fait partie. Et une façon de le dire, une manière de le dire, c'est que c'est assez possible, ce siècle, de nous rendre plus petits, les êtres humains, à leur position vis-à-vis du reste du monde. C'est que nous sommes petits sur un grand monde qui est tout puissant, qui peut nous submerger. Et ça, c'est notre conception de Dieu. Dans beaucoup de traditions, c'est que c'est très lié. Mais à un certain moment, dans le XXe siècle, quand on a su exploiter les armes nucléaires, cette conception a changé. Et qu'on était tout puissants, les êtres humains. Et heureusement, on a pu se restreindre vis-à-vis des armes. On était quand même capable, dans nos imaginations, de voir ces nuages de champignons. Hiroshima et Nagasaki, on a pu les voir dans nos imaginations autour du monde, mais c'était beaucoup plus difficile pour nous d'imaginer l'explosion des milliards de pistons et de cylindres tous les heures, tous les jours, pourraient faire le même dégât sur le monde. Et c'est justement ça la question du réchauffement climatique. Maintenant, on crée une énorme ombre plus grande, qui nous met plus à l'aise. Et donc, essayer de comprendre comment nous rendre plus petits, c'est clé. Et c'est une clé théologique aussi. Pour moi, un des documents les plus importants de ce millénaire, c'est Pope Francis sur le changement climatique. Donc il parlait de réchauffement climatique, mais en fait c'était une critique de la modernité, de toute manière, de la dévastation de la modernité sur plein de gens sur les marges. Donc si on est quelqu'un qui regarde un arbre, si on regarde un bidonville, c'est ce sens de perspective pour comprendre, pour essayer de comprendre comment nous extraire du centre. C'est vraiment crucial. Alors on va demander à amener Philippe parce qu'il a beaucoup travaillé avec les indigènes, les différentes traditions, et peut-être les inviter à mener le mouvement et à partager leur wisdom, leur sagesse avec nous. C'est un peu comme si en Occident on avait un peu amputé cette partie de nous. Il y a beaucoup de traditions, on a perdu tellement de notre sagesse. Et heureusement, tout n'a pas été perdu. Une partie de cette sagesse a été préservée pour nous.
petite niche à travers le monde. Thanks, Brother Fablin. Peut-être que l'on va parler. Oui, merci, frère Fablin. Ah oui, alors, I've been working in the intersection j'ai of travaillé rights and earth rights and vis-à-vis des droits des indigènes, des peuples indigènes, liés au mouvement environnemental depuis longtemps. Et, Fablin was saying in et comme frère Fablin en parlait, la question de comment exprimer l'histoire de la crise climatique, transition and initiation that we're going exprimer ce mouvement de transition que l'on est en train de traverser dans le monde, dans notre humanité. C'est difficile parce que la plupart d'entre nous, on se sent vraiment submergé par cette idée. Et donc une grande partie de mon travail, c'est plutôt d'écouter et de voir qu'est-ce qui est dans la sagesse indigène, qu'est-ce qui est applicable à la technologie et à la vie moderne. Donc j'étais récemment en train de travailler dans l'Amazone avec différentes organisations liées aux organisations de défense des terres indigènes, et ainsi de suite. Et une grande partie du travail et de la sagesse indigène est liée à prendre soin de la terre. Ça peut être du coup une façon de guérir la terre. Mais bien sûr, indigène, c'est également un mot qui est assez problématique, parce que ça vient du latin, bien sûr, c'est une façon de rendre les autres peuples autres. Ça nous permet de coloniser, vous êtes indigène et nous on est cool, on est moderne. Donc j'ai une question. Ma question c'est concernant votre expérience dans votre travail. Comment est-ce que vous voyez cette sagesse indigène et quel peut être le rôle des technologies, de gestion environnementale et des écosystèmes? Traditional ecological knowledge, and not just the kind of like the soft skills, but really there is a science of observing. Et parce qu'on sait que chez les indigènes, il y a également toute une science de relation à la nature et aux écosystèmes qui s'est élaborée au cours de milliers d'années. Il y a certaines cultures qui remontent à 60 000 ans, et ainsi de suite. At the dinner party on Monday in London, and they were saying, people have been la semaine dernière, history, however long, using renewable energies, and now for the last 100, we mess things mais up. ça fait au cours de toute notre humanité, notre histoire humaine, on a utilisé toutes ces sources d'énergie renouvelables, et là, depuis 100 ans, on a perdu la voie. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous voyez cet apport possible de la tradition indigène? Donc, Felipe, une très belle question et merci pour votre travail. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, que j'aime beaucoup répéter, que j'ai l'occasion de dire. Peut-être la chose la plus utile qui se produit en ce moment dans le mouvement environnemental au cours des dernières années, c'est la façon dont les communautés indigènes ont réussi à faire un pas en avant et à s'engager également, les communautés de couleur également, parce qu'on sait qu'elles ont un rôle vraiment particulier pour plusieurs raisons. Plusieurs d'entre elles, peut-être un peu accidentellement, on sait que quand les colonisateurs sont arrivés dans les différentes parties du monde, ils ont poussé ces communautés indigènes dans des endroits qu'ils considéraient n'avoir pas beaucoup de valeur. Astride the routes you'd need to send a pipeline or something through to get coal and gas and oil from someplace else. So the leadership role that people have been playing is immense. I really first got into this work of fighting pipelines and things because of wonderful indigenous friends in Canada who... Et en fait, ces indigènes sont vraiment en première ligne sur le combat contre les pipelines et ainsi de suite. Et ce sont eux qui m'ont beaucoup guidé, en particulier lié au pipeline Keystone
en Amérique du Nord, où il y a eu tout un mouvement de résistance. Un peu également pour le pipeline Dakota Access. Standing Rock. As we speak today, people in the Tsao-Waututh community in British Columbia are blockading the Trans Mountain Pipeline. Ils continuent à résister encore aujourd'hui en Colombie-Britannique. Mais ça, c'est uniquement en Amérique du Nord, mais il est également à travers l'Amazone, à travers les Andes, les montagnes des Andes, en Amérique du Sud, en Australie, les aborigènes qui résistent avec beaucoup de puissance contre les mines. Beaucoup de ceux avec qui je parle en ce moment sont dans le Pacifique du Sud parce que ces îles sur lesquelles ils habitent peut-être n'existeront pas dans les décennies à venir, n'existeront plus dans les décennies à venir. Et toutes ces communautés indigènes se défendent de manière vraiment incroyable, sans violence. Par exemple, cette communauté indigène qui a construit un nouveau canoë qui allait jusqu'en Angleterre. Newcastle en Australie. Newcastle en Australie. Ouais. En Australie. Mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement cette résistance fonctionnelle, mais c'est également une forme, il nous apporte également une forme de leadership intellectuel. Une des choses qu'il nous apporte, parce que les plus vieilles traditions de sagesse indigène sur notre planète et les sagesses les plus modernes, la science la plus moderne, commence à nous dire à peu près la même chose. Qu'en gros, que la vision qui sort des Sweat Lodge et la vision qui sort des plus modernes ordinateurs nous disent la même chose. On ne peut pas continuer à faire la même chose parce que, en fait, les deux visions du monde se rapprochent. C'est parce que notre vision moderne, qui dit qu'on peut continuer à faire de plus en plus gros dans une économie de plus en plus abondante, ne fonctionne pas. Et ça, c'est cette convergence du très ancien et du très moderne. C'est vraiment quelque chose de puissant et c'est notre rôle à chacun d'entre nous de recevoir tout ce qu'on peut de ces deux traditions et de cette convergence. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour faire porter un grand fardeau à ces communautés indigènes, parce que ce n'est pas leur job de sauver le monde d'une certaine manière, de sauver la Terre, comme ce n'est pas le job de tous ces lycéens menés par Greta Thunberg. Je pense que ça laisse pour moi une question du rôle de que la communauté peut jouer. Les communautés indigènes n'ont jamais oublié l'importance de vivre ensemble dans des communautés multigénérationnelles, inclusives. Mais je pense qu'on sait qu'il est concluant à l'évidence que vivre dans des maisons de plus en plus grandes avec beaucoup plus de voitures, plus d'argent, ça ne nous rend pas plus heureux, peut-être probablement moins, et ça nous rend certainement plus isolés et seuls, avec un sens de malaise spirituel et disconnect qui croissant. Plus on consomme et plus on vit de cette manière. Et certainement pour nous, dans notre communauté, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'accent, qu'il est possible de vivre en communauté, il est possible de vivre avec beaucoup moins, de partager les ressources, les voitures, les lave-linges, etc. Et ça va être une source de joie et de nourrissement.
nourriture. Maybe Naima Et would like to comment on that. I know she's been very involved in est-ce que vous pouvez movement. parler de ça? I think young people in urban centers also. Vous avez été très impliqué dans des communautés qui vivent ensemble comme ça. Et on va passer ça aussi à Bill, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez écrit et partagé beaucoup sur les Indes. Oui, merci. Et tout d'abord, merci Bill pour tout ton travail. J'ai vécu le changement climatique toute ma vie. Ma mère, j'ai été témoin de tout ce qui se passe. Je suis aussi avec Pablo Jenkins, qui est un futuriste régénérateur. Futuriste régénérateur. Et on fait des rassemblements avec plusieurs personnes pour voir ce qui émerge et pour voir en silence et en méditation permettre l'espace intérieur en communauté pour voir ce qui émerge. C'est quelque chose qui a été très puissant récemment, c'est de faciliter des cercles de partage et une pratique visionner et de comprendre qu'on est des créateurs de notre réalité et qu'on peut imaginer et créer vers une vision et on peut co-créer cette vision ensemble. Je suis cofondateur de Conscious Co-Living et on a vu beaucoup au cœur, le cœur de notre manifesto, c'est la connexion avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature, et de voir comment on peut, en vivant en communauté consciente, comment on peut créer ces connexions. Et une question qu'on se pose récemment, c'est comment est-ce que les pays comme le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande qui sont pas forcément focalisés sur le PIB mais aussi sur le bien-être, comment est-ce que ces pays peuvent être des exemples pour le monde et quels autres modèles existent pour un futur régénératif, des paradigmes et quel est le rôle des communautés pendant tout ça. Et moi, je pense, je parle avec Felipe depuis un moment à Bhoutan et Costa Rica. Il y a beaucoup de familles qui vont hériter beaucoup de richesses dans les prochaines générations. Mais des fois, les grands projets de panneaux photovoltaïques peuvent être équilibrés avec des plus petits projets. On travaille dans les communautés au Costa Rica qui ont créé des pâturages qui sont devenus des endroits extrêmement abondants. Mais on voit qu'en fait, qu'on n'enfauche plus, que la nature et la communauté, ça revient, ça repousse. Et moi, je parlais beaucoup avec des gens qui travaillent en Islande, un peu comme en Nouvelle-Zélande. Il y a déjà le G20 qui sont très importants au niveau de la taille, mais dans la création des récits, on voit ce qui est possible, à la fois par la sagesse indigène, la connexion avec la nature, les cultures chamaniques en Bhoutan, etc. Quand il y a un sens de séparation, il ne peut pas être bien-être pour le peuple et la société. Et ça, on ne va pas faire forcément dans 20 ans ou quand tout se passe bien, etc. L'avenir lointain, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. C'est pas un futur idéal, c'est comment en fait on peut connecter ça avec l'actuel.
En Afrique, En Afrique, pas besoin de copier d'autres modèles, ou ils peuvent copier d'autres modèles. comment est-ce qu'on peut connecter les gens avec les réseaux le possible, mais aussi vivre ça dans le présent sur les petites échelles. Ce sont des idées extrêmement intéressantes et très importantes. Et merci à vous deux pour tout ce travail à Costa Rica, qui est vraiment un des endroits les plus remarquables sur la planète. Et juste pour dire aussi que ça montre combien on peut faire si on priorise plus l'armée. La problématique de base ici, c'est profond, c'est vraiment très profond. Dans la culture occidentale, consumériste, depuis quelques décennies, on vit quelque chose qui maintenant est devenu la norme, mais qui est vraiment anormal dans l'histoire. C'est l'hyper-individualisme qu'une société consumériste nécessite pour son fonctionnement. Ça nécessite qu'on se met en avant et que les autres devant les autres. Ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans l'ombre politique, des personnes comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui ont vraiment changé notre conception des choses. Margaret Thatcher a dit la société n'existe pas, il n'y a que des hommes et des femmes individuels. Et ce point de vue, ce néolibéralisme laissez-faire, très compétitif, très individualiste, c'est vraiment au cœur, à la racine de beaucoup des problèmes, des soucis qu'on a maintenant. En partie parce que ça réussit très bien à son objectif de créer beaucoup d'objets. Mais ça se souciait pas du tout de ce que ça faisait au peuple. Mais maintenant, on voit des réactions profondes contre ces points de vue dans ces pays. Et il faut dire que la crise Covid nous propose des leçons très profonds sur comment envisager l'avenir. Certains sont évidents, la réalité physique est réelle, il faut en faire gaffe. Donc si le microbe Covid nous oblige de porter un masque, il faut porter un masque, peu importe si on est Donald Trump et si on ne veut pas le porter. Une deuxième réalité physique, c'est que la vitesse est importante. Si on ne met pas en avance la courbe, on en souffre. Mais la leçon plus profonde, c'est ce qu'on disait, c'est que sur tous les problèmes qu'on a, c'est la solidarité sociale qui va être le plus important, la chose la plus précieuse. Ronald Reagan, une de ses lignes les plus connues, c'est qu'il disait « Moi, je suis du gouvernement et je suis ici pour vous aider. » C'est les 9 mots les plus effrayants de la langue anglaise. Très très drôle. L'idée c'était de rabasser l'idée qu'on peut travailler coopérativement, en coopération, et se remplace. C'est l'idée qui le remplace, c'est que les marchés peuvent tout faire. Mais en fait, les mots les plus effrayants du monde anglais, c'est que nos hôpitaux n'ont plus de ventilateurs et que votre maison ou la forêt devant votre maison est en feu. Et ça, on peut pas se résoudre sans venir ensemble. Donc, le plus important, c'est d'être solidaire. Connected to the particular place you're in, how much sunlight it gets, or how much wind, or there's a Il y a beaucoup de solutions aux problèmes physiques qui sont posés selon notre localisation, mais ce qui est commun de tous, c'est qu'il faut qu'on travaille, on puisse travailler ensemble
et reconnaître d'autres personnes et aussi d'autres parties de la création qui ont une vraie valeur. Et ça, pour moi, ça ne pourrait pas être plus important. Je dirais aussi que même si important d'essayer de trouver de nouvelles façons de communiquer tous ensemble et d'utiliser ces sagesses anciennes, mais tout ça, ça ne nous empêche pas d'éviter la lutte actuelle dans laquelle on est. Il faut qu'on puisse faire face au pouvoir très puissant de l'industrie pétrochimique et la physique et la chimie du changement climatique nous informent sur cette lutte. Et si on avait 100, 150, 400 ans pour gérer ce problème, on aurait différentes panoplies de solutions, mais parce qu'on n'a pas ça, parce qu'on a quelques années, décennies ou deux, si on a de la chance, on est beaucoup plus contraint, on a beaucoup plus de contraintes. Donc on a tous besoin de travailler pour voir comment, comment la vie fonctionne autour de nous, etc. Mais on a tous l'obligation de donner de l'énergie et du temps sur ce projet collectif, de faire face à ces énormes forces et de casser leur pouvoir politique. Et si on ne peut pas faire ça, le reste, ça va juste être des choses sympas sur les marches. Donc c'est un moment de lutte et je prends beaucoup de courage et de confiance des personnes ici présentes. Et ça nous mène à une autre question que quelqu'un nous a envoyée par email. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais aussi inviter Tefeplou à partager également notre point de vue, notre technologie, la technologie qu'on peut offrir en tant que monastère et en tant que communauté spirituelle, c'est d'apprendre à nouveau comment vivre, comment travailler ensemble, comment coopérer, comment sortir même de l'idée de séparation, d'individualité, et commencer à voir le monde d'une façon différente, en termes d'interconnexion. Mais peut-être en termes de dernière question à Bill, quand vous faites face à peut-être une certaine apathie climatique, peut-être sans être dans le jugement moral, mais certains qui ne semblent pas être prêts à répondre à cet appel, peut-être qu'ils sont simplement submergés émotionnellement. L'émotion est tellement forte qu'ils n'ont pas les ressources pour l'embrasser. C'est tellement fort que la chose la plus facile à faire, c'est de consommer un épisode supplémentaire sur Netflix ou de le recouvrir, cette émotion, de n'importe quelle façon. Et ça nous mène à... Je ne veux pas savoir. C'est trop. Je ne veux pas le savoir. N'en parlez pas. Et je pense que la plupart d'entre nous qui postons des choses en ligne ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que souvent, quand les gens conscients que la Sibérie est en feu ou que tout cela est en train de se passer, il y a beaucoup d'entre nous qui... Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas en fait dans leurs nouvelles, qui ne veulent pas en entendre parler parce que c'est trop difficile. Et donc ma question c'est, est-ce que vous avez quelques histoires, des success stories de votre expérience où vous avez réussi à manipuler tout ça de façon un peu aikido vis-à-vis de cette apathie pour que ces gens se sentent engagés, sentent l'espoir? Alors ça c'est une très bonne question. Alors, deux choses. Première chose, une première chose, c'est de ne pas être désespéré par rapport à ça. Parce que changer les choses, on n'a pas besoin d'avoir 51% des gens qui s'engagent. Parce que, en fait, l'apathie marche dans les deux sens.
Alors je me souviens quand on a fait notre première marche pour avoir 400 000 personnes à New York, dans les rues à New York. Et donc on a passé tout ce travail pour organiser et construire ce mouvement. Et une chose sur laquelle on ne s'est pas inquiété, c'est que 400 000 personnes pourraient se manifester pour avoir plus de changement climatique. Parce que on sait que si on peut avoir 4 ou 5 personnes engagées dans un combat, ça peut suffire pour gagner ce combat. Et ça, c'est envisageable. Alors, sur la question de réussir à engager les gens, votre intuition est très vraie. Mais je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est vraiment une crise. Et vouloir vraiment ignorer. Il faut vraiment ignorer ce point pour ne pas savoir que c'est une crise. Le problème, ce que j'ai toujours pensé être le problème, c'est que le changement climatique, ça a l'air tellement large. On a l'impression que qu'on est tellement petit que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un impact? Et ça, c'est une intuition assez correcte. Il n'y a vraiment rien en tant qu'individu que nous on puisse faire pour changer l'équation à notre échelle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens réagissent au fait d'avoir des nouvelles ampoules ou quoi que ce soit, ou notre panneau solaire sur le toit. Parce que c'est pas de cette manière qu'on va remporter ce combat. Parce qu'on peut pas, l'équation ne peut pas fonctionner, ne peut pas être résolue une Tesla à la fois, une nouvelle ampoule à la fois. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on construit tous ces mouvements. Parce que il y a vraiment, c'est pour montrer aux gens qu'ils peuvent vraiment avoir un effet de changer les règles du jeu fondamentales qui peuvent, et que progressivement ça peut vraiment changer le niveau de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et la chose la plus importante à faire en ce moment, maintenant, chose la plus importante qu'on puisse faire, que chaque individu peut faire, c'est être un peu moins individuel. C'est de se rassembler avec d'autres personnes dans un mouvement qui serait suffisamment grand pour faire une différence. Et ça, c'est quand, au cours de nos organisations, et ça, je l'ai vu des milliers de fois, c'est les gens, certains, qui commencent à dire maintenant, ça a de l'importance pour moi. Alors, je suis ici au King's College, au Royaume-Uni, je travaille sur des investissements et je sais que simultanément, il y a 1 million d'autres personnes tout autour du monde qui ont le même combat, et du coup, ça nous permet de devenir une partie d'un mouvement beaucoup plus grand et qui peut nous apporter réellement, ça permet à ce mouvement d'avoir l'impact suffisant pour affronter cette catastrophe. Et une partie importante d'être humain, c'est pour un organisateur également, c'est d'être capable de parler aux gens autour de nous, de les aider à travailler ensemble dans la même direction. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin. Et ça, c'est ce qui est le plus proche d'une recette magique ou d'un truc qui me permet d'aider les gens à se sentir engagés, à sentir qu'ils ont un effet
et à ne pas se détourner de la question. Et même être capable, même à travers les larmes qu'on peut verser, au vu de la situation, de voir une lumière, de voir un chemin. J'apprécie beaucoup que vous apportez un élément de non-peur et comment on peut cultiver et nous entraîner à voir, regarder à travers le désespoir avec les yeux de la non-peur. Avant d'être moine, j'étais également un activiste et on avait campé à travers, contre le commerce des armes. Donc on avait fait sitting camping et on avait milité contre les grenades personnelles. Et je me souviens d'un de ces généraux qui était venu pour la conférence et qui nous a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et nous, on avait toute cette colère et lui, il était américain, moi j'étais américain et j'ai eu ce moment. Je me souviens de ce moment où l'humanité de chacun est passée à travers, a été visible. En fait, on est tous du même côté. On n'est pas ennemis, on aime tous cette planète Terre et on joue tous un rôle. Un rôle pour manifester cette nature de la Terre-Mère en nous. On n'est pas séparés de la Terre-Mère. La Terre-Mère fait partie de nous. Et donc, j'aimerais entendre plus concernant le moment où il y a cette dualité, où il y a des forces très puissantes qui s'affrontent d'une certaine manière. Mais nous, on travaille ici en tant que communauté spirituelle avec beaucoup de gens qui essayent de changer le cœur de ceux qui travaillent dans ces industries, qui ont le pouvoir de changer les choses et qui travaillent avec cette conscience de non-dualité. Parce qu'on joue le rôle d'activiste et en face on peut les voir comme ennemis, mais en fait, en tant qu'humanité, à un niveau ou à un autre, on veut tous prendre soin les uns des autres. On veut tous vivre ensemble. C'est pour ça que les bouddhistes sont beaucoup plus en avance que les méthodistes. J'avoue qu'à ce point, il n'y a pas de substitut pour la nécessité de confronter fermement les institutionnels, ce que la Bible dit, les pouvoirs et les principalités de notre époque. Moi, j'ai fini en tôle plus de fois que j'aurais imaginé en janvier, avant la pandémie. À une banque de Chase Manhattan, qui est un des plus grands prêteurs de l'industrie pétrochimique, qui prête des milliards de dollars chaque année pour ruiner la planète. À ce moment, ça va pas. Donc, moi, je pense que je vois ce que vous dites complètement. Qu'on est dans une communauté commune, mais en ce moment, il faut aider les gens à comprendre quand ils sont pas à la hauteur des besoins de la communauté partagée. Et des fois, il faut le dire assez franchement. Et moi, je suis très engagé avec la non-violence, mais ça n'implique pas que je me mets des fois en colère. Parce que chaque jour, des milliers de personnes meurent. Et nous allons perdre un tiers, une moitié des espèces de notre planète au cours de ce siècle.
Et c'est pas nécessaire. Il y a d'autres moyens. Mais parce qu'il y a une minorité de personnes puissantes qui n'ont pas la volonté de renoncer le pouvoir et la richesse qu'ils ont. Ça continue. Donc c'est vraiment bien qu'il y a des bouddhistes sages sur la planète. Et c'est aussi bien qu'il y a quelques méthodistes en colère. Et ensemble, on pourrait peut-être trouver un équilibre quelque part. Merci. Merci pour vos mots sages. Merci à vous. Vous tous, malheureusement, je dois y aller, mais j'ai beaucoup de gratitude pour vous tous, Phoebe, Felipe, Anaï, et je ne devrais pas partir sans dire ouvertement, publiquement, que le maire de Naïm est une des personnes, des 4 ou 5 personnes qui l'ont rendu possible, qui nous l'a rendu possible d'imaginer un avenir et de travailler avec elle. C'est vraiment un honneur. Et on bénéficie vraiment de ces personnes. Donc merci et bénédiction à vous tous. Béni soient vous tous. Et donc pour le village des Pruniers et tous les participants de la retraite, je veux vraiment exprimer notre gratitude profonde pour votre être, Bill. Pas que votre faire, mais votre être, qui vous êtes et comment vous êtes, comment vous manifestez dans le monde. C'est vraiment une inspiration à nous tous et plein d'autres personnes. C'est très mouvant d'être avec vous, comme un ancien, sage ancien, et de recevoir, de profiter de votre expérience, mais aussi de votre activisme, de votre volonté de vous mettre en danger. Et ça nous inspire tous, même si on est dans le monastère. Notre tradition est très engagée. Et on était à un événement d'Extinction Rebellion, et moi j'étais vraiment comme comment je peux me faire arrêter, je veux m'enchaîner à quelque chose. Et je pense que ce moment viendra aussi. Et vous êtes vraiment une inspiration à nous tous. Merci à tout le monde pour votre présence, votre participation. Et nous respirons tous avec vous, tous à ce moment. Et s'il y a un moyen que notre communauté pouvait se manifester, être présent, vous n'hésitez pas, parce qu'on est là pour vous, et c'est vraiment dans nos cœurs. Thank you so much, Bill. So should we... Alors, on finit ou on termine ou qu'est-ce qu'on fait? Okay. So, dear friends, alors, chers amis, Bill a dû quitter la session, mais on voulait, parce qu'on a remplacé la méditation assise par cette séance, donc on voulait prendre quelques minutes pour clôturer avec une méditation guidée, pour nous aider tous à vraiment ressentir nos sentiments de nos cœurs, dans nos corps, afin de recevoir plus profondément tout ce qu'on a entendu, on a senti, et aussi pour le lâcher
et pour être présent et pour le prochain nouveau moment. So let us find a comfortable position. Alors prenez une posture confortable, Allowing our spine to be On autorise notre colonne vertébrale à être droite mais détendue. we can just be aware of On peut être juste conscient de notre inspiration, aware of our out breath, conscient de notre expiration. breathing in, J'inspire that I'm breathing in, et je sais que j'inspire. breathing out, Et j'expire, I know, je sais que j'expire. aware Conscient breath, de l'inspire, aware of the out. conscient de l'expire. Breathing in, J'inspire I'm aware that et this je is suis the conscient que cette inspiration out breath of the trees. est l'expiration des arbres. Breathing out, J'expire I'm aware et je that suis this conscient out que cette expiration is the in-breath. est l'inspiration des arbres. This in-breath, Cette inspiration the out-breath of the tree. est l'expiration des arbres. This out-breath, Cette expiration the est in-breath. l'inspiration des arbres. With this in-breath, Avec cette inspiration, connection. je sens ma connexion avec toute la vie sur cette planète. With this out-breath, Avec l'expiration, I allow myself je m'autorise à me reposer in the wisdom, dans la sagesse, la compassion, inclusiveness. l'inclusivité de cette planète. Breathing in, J'inspire, I'm connected. je suis connecté. Breathing out, J'expire, I rest je me repose in the wisdom, dans la sagesse, la compassion et l'inclusivité de la planète.
Breathing in, Et j'inspire I experience my et je fais l'expérience de mon corps as just a comme tiny étant juste une toute petite partie de soul, cette which is Mother Earth. ce joyau magnifique qui est cette planète, la planète Terre. Breathing out, J'expire experience et je fais l'expérience de la terre-mère comme étant mon corps. breathing in, Inspire, I am a part je of fais partie de la terre-mère. breathing out, Expire, Mother Earth. la terre-mère et moi. Breathing in, J'inspire. I'm aware that the Je suis calcium in my conscient bones que le calcium de mes os exists in est the produit presence of ancient stars dans le cœur d'anciennes and étoiles. participate in the life of stars. Je fais partie de la vie des étoiles. Breathing out, J'expire. I know that I am Je sais que je ne suis pas limité this body, à ce corps this lifespan. ou à cette espérance de vie. Breathing in, Inspire. participating Participe de la vie des étoiles. breathing out, Expire. not limited Je ne suis pas limité à ce corps ou cette espérance de vie. all so much. Merci Thank you. tellement à vous tous. Merci grand frère. Merci. Thank you to everyone. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette Adventure. aventure intergalactique. And we look forward to Et on est impatient de se retrouver, de se rencontrer à nouveau en ligne et hors ligne, relative and in the dans le relatif et dans l'ultime. We wish everybody Nous souhaitons nice à rest. tous une très bonne nuit de repos et de sommeil.